Bienvenue dans Leadership Incarné, le podcast des entrepreneuses conscientes qui veulent amplifier leur impact et leur rayonnement à travers un business intègre, durable et rentable. Je m'appelle Luciana Calvetti et je suis moi-même entrepreneuse depuis 8 ans. Après avoir bâti un business de cœur rayonnant et prospère, et après avoir accompagné plusieurs centaines de femmes à travers mes programmes, formations et retraites, je suis ici pour t'aider à en faire autant à ta manière. À travers ces épisodes, je vais t'inviter à élever ta posture, structurer ton ambition et incarner un leadership mature pour déployer ta contribution avec cœur et stratégie. Si tu es prête à vivre ton entrepreneuriat comme une voie sacrée de création et d'expression de ta lumière, tu es au bon endroit. Bonjour et bienvenue à toutes dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui me tient profondément à cœur parce qu'il a été à la base de ma transformation personnelle. C'est un sujet que j'ai énormément exploré pour moi-même, mais aussi un sujet sur lequel j'ai beaucoup accompagné les femmes ces dernières années. Et il s'agit bien sûr de la fameuse énergie féminine. Et si j'ai envie de vous parler de ce thème aujourd'hui, c'est parce que j'observe qu'avec toute l'émergence des différents courants de féminin sacré, mais aussi avec les coachs business qui parlent d'énergie féminine, il y a aujourd'hui beaucoup d'informations, souvent peu structurées, parfois aussi peu fiables, et qui créent de la confusion, voire entretiennent, de mon point de vue, des idées qui sont plutôt erronées. Donc l'énergie féminine est souvent simplifiée et on va véhiculer beaucoup d'idées reçues qui me semblent assez nuisibles parfois. Et au final, ce que je vois, c'est que beaucoup de femmes ressentent une sorte de pression inconsciente à devoir développer ou être en permanence dans leur énergie féminine, comme si l'énergie féminine était la clé de tout le bonheur du monde, la joie, le plaisir, l'expansion, etc. Alors qu'après plus de 6 ans de pratique et d'accompagnement sur ce sujet, ce que j'observe principalement, c'est que les femmes, en tout cas les femmes autour de moi, les femmes qui travaillent avec moi, mes clientes, des femmes qui sont plutôt très sensibles, n'ont pas un problème avec leur énergie féminine, mais elles ont une difficulté à intégrer leur énergie féminine et leur énergie masculine. Et je sais bien sûr que ces termes, dits comme ça, peuvent paraître flous pour certaines. Donc on va bien sûr prendre le temps de clarifier ensemble de quoi on parle. On va définir dans cet épisode qu'est-ce que l'on entend par féminin, par masculin, comprendre les implications concrètes de tout cela et pourquoi c'est vraiment pour moi hyper important de s'y intéresser. Et surtout, cet épisode, c'est pour vous aider peut-être à déconstruire les principaux mythes que je vois revenir encore et encore autour de l'énergie féminine. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je profite pour vous dire que nous avons ouvert hier les inscriptions à la masterclass L'initiation spirituelle de Vénus. C'est une masterclass pour les femmes qui se sentent appelées par la sagesse féminine ancestrale et qui souhaitent restaurer la puissance, la souveraineté et le courage dans leur vie. À travers le cycle astronomique, mythologique, astrologique de Vénus, en fait, on va prendre le temps de comprendre et déstructurer les différentes facettes de l'énergie féminine afin de les traduire concrètement dans des choix dans nos vies. Des choix conscients, des choix qui nous permettent d'incarner notre puissance pour de vrai. Donc, si cela vous intéresse, vous trouverez le lien pour réserver votre place dans la description de cet épisode. Maintenant, de quoi parle-t-on quand on parle d'énergie féminine et masculine ? Et pour répondre à cette question, je ne vais pas m'appuyer uniquement sur les définitions théoriques ou académiques que j'ai pu explorer à travers mes formations en astrologie, en sagesse féminine, en rite de passage, en cercle des femmes, etc., etc., etc. Je vais surtout vous parler vraiment depuis mon expérience d'accompagnement, depuis mon propre vécu, comment je le dirais aujourd'hui. Pour moi, l'énergie féminine et l'énergie masculine sont aujourd'hui avant tout une manière de comprendre et de classifier, on pourrait dire, les deux formes principales que peut prendre notre énergie vitale en tant qu'être humain. À l'origine, bien évidemment, ça renvoie à une compréhension de l'énergie de la nature, on va dire, qui serait pour moi l'énergie vitale universelle. Mais lorsqu'on le ramène à l'humain,
on va parler de notre propre énergie de vie. Et ce qu'il est important de garder en tête, c'est qu'il ne s'agit pas de concepts ni scientifiques ni biologiques au sens strict, mais c'est plutôt des savoirs anciens, des savoirs symboliques, métaphoriques et expérientiels. Généralement, on se base sur les notions des yin et des yang qui sont issues de la philosophie chinoise pour décrire ces énergies, pour avoir un peu les mots et les concepts. Mais il est fondamental de comprendre aussi que ces concepts sont nés dans un contexte historique précis, qui est celui de la Chine confucéenne, et que dans le contexte historique, ils sont souvent tentés d'une vision patriarcale où le masculin est considéré comme supérieur. C'est notamment à partir de cette vision un peu ancienne, on va dire, que le féminin a été associé au passif, le masculin à l'actif, l'un à l'inférieur, l'autre au supérieur, l'un au dominé, l'autre au dominant. Évidemment, les courants actuels vont plutôt avoir tendance à se détacher de cette vision patriarcale, notamment tout ce qui est autour du féminin sacré. Mais dans les faits, et ça, il faut être conscient. La première chose quand on travaille avec l'énergie féminine et masculine, c'est d'être conscient des biais patriarcaux, des biais culturels auxquels on est tous soumis. Parce que, bien évidemment, cette vision, elle continue d'influencer notre manière de penser le féminin et le masculin, même de manière inconsciente. Et pourquoi c'est important d'y s'intéresser ? Pour moi, ce sujet est si important parce que même si l'énergie féminine et masculine ne sont pas des réalités scientifiques, comme on a dit, ce sont des grilles de lecture qui sont extrêmement puissantes pour mieux se comprendre, pour comprendre aussi les énergies de sa propre énergie vitale, les mouvements, de sa propre énergie vitale, et surtout les besoins que sont les nôtres pour vivre, pour créer, pour contribuer. Pour moi, toutes les créations que nous amenons au monde, qu'il s'agisse de nos enfants, de nos projets d'entreprise, de nos relations, de nos maisons, de nos œuvres d'art, toutes nos créations ont besoin de ces deux énergies pour exister. Nous mobilisons notre énergie féminine et masculine quand nous créons. Et c'est pour ça d'ailleurs que ce sujet revient très souvent quand on parle d'entrepreneuriat. Parce que dans une société patriarcale, notre rapport au travail est marqué, bien évidemment, par une approche productiviste, dominée par une énergie masculine déséquilibrée, qui se voit très fortement dans l'entrepreneuriat et qui va faire du mal, particulièrement aux femmes. Et comprendre comment nous équilibrons et intégrons l'énergie féminine et masculine à l'intérieur de nous, pour moi, c'est une clé hyper puissante pour soutenir notre énergie vitale et pour soutenir toutes nos créations à partir de là. Et je précise, même si pour moi ça va de soi, que lorsque je parle d'énergie féminine et masculine, bien évidemment, je ne parle pas des genres. Il ne s'agit ni d'hommes ni de femmes. Ce sont des polarités énergétiques qu'on pourrait aussi appeler d'autres couleurs, par des couleurs, ou on pourrait appeler yin et yang, comme on l'appelle déjà, lunaire ou solaire, expansion ou contraction, chaud ou froid, etc. Donc, passons maintenant aux grands mythes que j'entends autour de l'énergie féminine. Le premier grand mythe, c'est selon moi, c'est de croire que les femmes auraient besoin de se polariser exclusivement dans leur énergie féminine, que ça serait comme un but d'être dans son énergie féminine. Bien sûr, ça c'est quelque chose qui est clair, dans une société patriarcale, guérir l'énergie féminine, c'est une étape essentielle, mais autant pour les femmes que pour les hommes. L'énergie féminine est une énergie profondément nourrissante et s'y reconnecter en tant que femme signifie aussi se reconnecter à son corps, à sa cyclicité, à sa sensibilité, mais aussi à son imagination, à sa créativité et à beaucoup de choses qui nous font énormément de bien comme être humain, à sa spiritualité, à son âme. Mais pour moi, c'est une erreur que de penser que notre rôle en tant que femme serait de nous enfermer ou de nous polariser ou d'incarner uniquement cette énergie féminine. Parce que ce que j'observe très souvent d'ailleurs, ce sont des femmes extrêmement connectées à leur énergie féminine, déjà très sensibles, très intuitives, très dans leur ressenti, mais qui, faute d'une énergie masculine intégrée et saine, sont souvent perdues, confuses, sans direction claire, très dispersées et incapables de concrétiser ce qu'elles désirent. Pour moi, l'énergie féminine, lorsqu'elle n'est pas intégrée avec le masculin, est une énergie qui part dans tous les sens et qui s'épuise
rapidement et qu'on pourrait dire d'une certaine façon, elle est infertile. De la même manière que l'énergie masculine sans la féminine est infertile et sans âme, l'énergie féminine sans la masculine est infertile. Dans l'entrepreneuriat, pour moi, c'est hyper frappant. Je le vois énormément. Ce sont souvent ces femmes-là qui sont les plus sensibles, justement, les plus intuitives, les plus connectées à leur intériorité, qui vont d'ailleurs être les plus sensibles au discours sur le féminin sacré, et donc elles vont s'y intéresser encore plus et plonger encore plus. Et paradoxalement, ce sont elles aussi qui auraient le plus besoin de structure, de discernement, de clarté, de direction, des qualités que l'énergie masculine saine peut leur apporter. Donc pour moi, le premier grand mythe, c'est de croire que nous devons nous polariser dans le féminin, alors que l'enjeu, en réalité, bien évidemment, c'est d'intégrer les deux énergies dans la version la plus mature. Le deuxième mythe, très répandu, consiste, on va dire, à réduire l'énergie féminine à l'énergie vénusienne, c'est-à-dire au plaisir, à la sensualité, à la réceptivité, grosso modo à l'archétype de la déesse. C'est non seulement réducteur, mais cela rend aussi cette énergie difficilement accessible pour beaucoup de femmes. Encourager certaines femmes à se reconnecter à leur sensualité ou à leur sexualité alors que leur corps, leur propre corps n'est pas un espace de sécurité, qu'il peut y exister des traumatismes non intégrés ou qu'un travail de régulation, de guérison n'a pas encore été fait, est assez incohérent et peut d'ailleurs être assez blessant. Donc la première énergie féminine, de mon point de vue, que nous sommes invités vraiment à embrasser, est ce que j'appelle l'énergie lunaire, c'est-à-dire l'énergie de la sensibilité, mais aussi l'énergie de l'inconscient, c'est aussi l'énergie de l'ombre, de ce qui est caché, invisible, mais perceptible. C'est le travail de guérison. L'énergie lunaire, pour moi, c'est le travail profond de guérison de notre enfant intérieur, de reconnexion à notre mère intérieure aussi. C'est le travail de déconstruction des armures qu'on a bâties au fur et à mesure dans notre vie, de notre ego aussi. Ce qu'on appelle souvent le travail de l'inframonde, le travail vraiment de plonger dans l'ombre, de la descente dans les blessures profondes pour aller justement trouver notre propre médecine. Pour moi, sans ces passages-là, sans ce passage par l'inframonde, par l'énergie lunaire, il est très difficile de nous connecter à l'énergie vénusienne de manière consciente, d'une manière qui soit cohérente, intègre et saine. Et ce que j'observe beaucoup aujourd'hui, ce sont des femmes qui s'identifient justement fortement à l'archétype de la déesse et qui vont accompagner ou inviter d'autres femmes à incarner cette énergie-là, mais depuis un espace qui semble déséquilibré, ou en tout cas qui n'a pas l'air d'avoir été guéri. Et ça donne par exemple des discours qui vont encourager les femmes à désirer toujours plus, à vouloir recevoir énormément d'abondance, d'argent, de plaisir sans limite. Or, ce qu'il faut comprendre, c'est que sans un travail préalable de déconditionnement, le désir est corrompu par des attentes sociales, par le regard patriarcal, par la quête de validation. Donc la femme qui se connecte à sa sensualité, non pas depuis un espace de plaisir intérieur, mais pour attirer le regard de l'homme ou le regard d'autres femmes, elle est en train de se connecter à son énergie vénusienne et à son désir, mais pas depuis un espace, on va dire, de non corrompu, depuis un espace plus sain, plus authentique surtout et plus juste. Pour moi, pour que le désir émerge justement comme une énergie spirituelle, il doit être non corrompu et on doit faire un travail de déconditionnement. Parce que quand on déconditionne, c'est cette énergie du désir pour qu'il soit un désir élevé, une énergie spirituelle, c'est très différent en fait. On ne désire pas l'argent comme ça et les millions, on désire autre chose, c'est ce que ça peut nous procurer. On va désirer l'amour, la paix, il y a quelque chose qui est beaucoup plus élevé dans le désir féminin qui a été déconditionné. Sinon, on va désirer, j'ai envie de dire, des choses un peu plus basses, plus terre à terre, qui vont partir depuis cette énergie vénusienne déséquilibrée ou pas très juste. Et qui vont partir surtout, en fait, si on fait pas ce travail d'exploration de nos ombres, de traversée de l'inframonde, en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va être dans le besoin de validation, d'amour, de reconnaissance, à travers
lesquels on essaye de remplir des espaces vides. Donc il faut aller voir notre espace vide pour comprendre aussi d'où viennent certains besoins qu'on peut avoir, pour pouvoir enfin être dans l'énergie vénusienne de plaisir, des désirs, des sensualités, etc., d'abondance. Et le troisième grand mythe, pour moi, c'est de croire qu'être dans son énergie féminine permettrait automatiquement d'attirer une énergie masculine à l'extérieur, une énergie saine de préférence à l'extérieur. Or, pour moi, l'union entre le féminin et le masculin, c'est d'abord, avant tout et surtout et pour toujours un processus intérieur. C'est comme dans le symbole du yin et du yang, il y a toujours une part de masculin dans le féminin et une part de féminin dans le masculin. Et pour moi, l'intégration, elle se fait vraiment à l'intérieur. C'est pas parce qu'on est femme qu'on doit attirer à l'extérieur le masculin ou parce qu'on est un homme qu'on doit attirer à l'extérieur le féminin. Et pour moi, et d'ailleurs pour beaucoup d'expertes aussi du féminin, de la sagesse féminine, la dernière étape du processus d'individuation féminine est justement la guérison et l'intégration de sa propre énergie masculine. C'est l'énergie que moi j'appelle l'énergie solaire. L'énergie solaire est l'énergie des clartés, c'est l'énergie de la direction, de la volonté, de l'intégrité et de la capacité à créer et à matérialiser à partir du féminin. C'est aussi l'énergie de rayonnement et c'est l'incarnation concrète de notre puissance. Et je trouve que ces dernières années, nous avons énormément et collectivement énormément évolué en tant que femmes, justement pour guérir, restaurer notre énergie féminine, nous connecter. Je trouve que nous l'avons honoré, reconnu, développé, en tout cas au niveau personnel. Je crois qu'un peu plus au niveau collectif dans certains espaces, mais bien sûr pas du tout partout. Et l'énergie patriarcale avec les masculinismes qui émergent est en train justement de flipper peut-être justement de ce réveil de l'énergie féminine. Moi, en tout cas, personnellement, les femmes que j'accompagne ont déjà souvent fait un travail très fort et très profond de guérison, d'ombre, de reconnexion au corps, à l'invisible, à leur cyclicité, à leur plaisir. Mais ce qui manque aujourd'hui, et j'en suis vraiment, c'est ma conviction profonde, ce qui manque aujourd'hui, c'est la guérison et l'intégration de l'énergie masculine saine, non patriarcale justement. Une énergie qui nous permet de nous recentrer quand on est trop dispersé, de nous stabiliser quand on est trop sensible aux vagues émotionnelles, de canaliser aussi notre énergie quand on a beaucoup d'idées. C'est pour moi cette intégration-là qui permet la naissance de notre autorité intérieure, de notre souveraineté, et c'est ce qui nous permet de créer et de matérialiser concrètement dans la matière nos appels du cœur, les rêves, les visions qu'on peut avoir, et de contribuer au monde à travers notre médecine en nous sentant entières, en nous sentant complètes. Donc, si je devais résumer les 3 mythes principaux qu'on a explorés et qui sont pour moi des mythes à déconstruire sur l'énergie féminine, c'est 1, non, les femmes ne sont pas censées se polariser dans leur énergie féminine, mais guérir et intégrer leur énergie féminine et masculine. Non, l'énergie féminine ne se limite pas à l'énergie vénusienne, du plaisir et de la sensualité. Elle inclut aussi l'énergie lunaire, de l'inconscient, de l'ombre, du passage à travers l'inframonde. Et bien évidemment plein d'autres facettes, mais c'est celle-ci qu'on fuit généralement et qu'on ne peut pas fuir quand on fait un travail sur notre énergie féminine et qui est très important d'aller voir en priorité. Et non, pour moi, l'union du féminin et du masculin n'est pas quelque chose qu'on cherche à l'extérieur, c'est d'abord une quête intérieure pour créer, pour matérialiser notre amour concret, pour canaliser, matérialiser notre amour et contribuer au monde avec justesse. Et si ce partage d'aujourd'hui t'a permis de mettre des mots sur certaines confusions peut-être, de comprendre pourquoi tu peux peut-être te sentir bloqué entre ton intuition, ton désir, ton envie d'agir ou ta difficulté d'action ou peut-être une action trop rapide, alors sache que c'est exactement ce que nous allons approfondir dans la masterclass du 18 février qui s'appelle l'initiation de Vénus. Et c'est une rencontre dans laquelle je vais prendre vraiment le temps de plonger et de vous expliquer de manière très structurée et très compréhensible et simple qu'est-ce que c'est que la sagesse féminine ancestrale, pourquoi le féminin seul ne mène pas à la souveraineté,
Comment et pourquoi l'intégration d'une énergie masculine saine est la dernière étape vers la complétude et l'individuation des femmes en tant que femmes. Et surtout, comment est-ce que cela se traduit concrètement dans notre capacité à décider, à créer et à matérialiser nos rêves et nos projets sans nous renier, sans nous abandonner. Donc j'espère de tout cœur que si ces sujets vous intéressent, vous serez avec moi le 18 février à 18h. Toutes les infos sont en description et je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup de m'avoir écouté et si tu as aimé ce podcast, je t'invite à lui laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Je serai aussi ravie de lire tes commentaires. Et si tu veux aller plus loin, tu peux télécharger mon guide gratuit « Mieux servir le monde avec ta médecine de cœur » dont tu trouveras le lien en description.